Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière vidéo qui conclura donc ce week-end spécial consacré à la série The Vampire Diaries. Et donc aujourd'hui, on va parler uniquement du tournage, des auditions, bref, un petit peu l'envers du décor, tout ça. Mais avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier notre partenaire du jour, CyberGhost VPN. Oui, j'en ai déjà parlé et je vous réitère l'offre en vous proposant donc ce VPN. Qu'est-ce que c'est un VPN? C'est un espèce de bouclier en ligne. Il permet de masquer votre adresse IP, également de chiffrer vos données personnelles et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. De ce fait, quand vous vous connectez à un Wi-Fi public, vous êtes complètement invisible aux yeux des autres. Personne n'aura accès à ces infos, ni CyberGhost lui-même d'ailleurs. Donc pas de piratage, pas de site malveillant. Ça c'est pour la partie sécurité. Maintenant la partie beaucoup plus fun, c'est que vous pouvez avec CyberGhost avoir accès à du contenu géo-restreint. Et ce, du fin fond de votre canapé en France. Vous pouvez avoir accès au Netflix coréen par exemple, au Netflix japonais, mais pas que. C'est valable sur 35 sites de streaming. Donc vous avez aussi Disney+, Amazon. Donc vous avez aussi accès à des chaînes locales. Vous pouvez regarder des programmes en direct. Et la manipulation, elle est très simple. Je vous montre à l'écran. Quand vous allez ouvrir votre fenêtre, vous pouvez taper dans la barre de streaming la plateforme sur laquelle vous souhaitez aller. Donc là, en l'occurrence, on va taper Netflix. Vous choisissez le pays sur lequel vous voulez vous connecter. Vous cliquez, vous faites la connexion. Et là, vous avez accès au catalogue de ce pays. Et vous verrez, le catalogue, il est sensiblement le même, mais il y a quand même des programmes qui ne sont pas disponibles dans notre pays à nous. Bon, moi, je vous cache pas que les dramas coréens, c'est un petit peu mon péché mignon. Il y en a beaucoup plus si je me connecte sur le Netflix coréen que sur le Netflix français, par exemple. Donc voilà un petit peu le type d'avantage que vous avez avec CyberGhost VPN. Et sachez qu'avec un seul abonnement, vous pouvez couvrir cet appareil, quand même c'est pas mal. Donc protéger votre tablette, votre smartphone, votre ordi, mais également sécuriser ceux de votre famille. Et c'est compatible avec Windows, macOS, Android et Smart TV, console. Donc je vous invite à aller voir les avis sur internet. Il y a 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Il est très très bien noté sur Trustpilot. Vous avez un service client en français qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas. Donc afin de découvrir tous ces services, ne serait-ce même que pour tester, eh bien je vous mets le lien qui s'affiche juste là. Vous le retrouvez en barre d'infos, également en commentaire épinglé. Il vous permet d'avoir accès à une offre de 83% de réduction avec 4 mois en plus gratuits, et ce pour seulement 2 € par mois. N'hésitez pas à tester, vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Profitez-en, c'est là pour ça. Merci encore CyberGhost, et c'est parti avec notre sujet du jour. Alors, The Vampire Diaries, je rappelle quand même que c'est une adaptation donc de roman. C'est donc la saga Le Journal d'un vampire, écrit par L.J. Smith. Le premier tome était donc sorti en 1991. Néanmoins, il y a quand même eu quelques libertés. Les scénaristes ont modifié par exemple l'époque natale des frères Salvatore, ainsi que 2-3 petites choses aussi par rapport à des personnages qui ne correspondent pas vraiment à la description, et certains même qui n'existent même pas. Par exemple, Mystic Falls, dans le livre, ça s'appelle pas Mystic Falls, ça s'appelle Falls Church. Elena dans la série, elle est brune aux yeux foncés. Pas du tout dans le livre. Elle est blonde. Bonnie, elle est blanche et rousse. Et Elena, elle a une petite sœur de 4 ans qui s'appelle Margaret. Et elle n'a pas de frère qui s'appelle donc Jeremy. Autre grand changement, Caroline, c'est une vraie peste dans les romans et elle a vraiment un second rôle, quoi. Elle n'est pas aussi importante que dans la série. Et côté méchant, Klaus et Catherine, ils sont quasiment inexistants dans les livres. Et d'ailleurs, Catherine n'a rien à voir non plus avec le personnage de la série. Dans les romans, elle est plutôt douce et c'est Elena qui a un caractère assez fort. Donc tout l'inverse quasiment. Pour l'adaptation, on voulait donc Kevin Williamson. Sauf que lui, au début, il n'était pas
chaud du tout. Il avait peur que ça ressemble un petit peu trop à Twilight. Et c'est le producteur exécutif de la CW qui a insisté. Et il a donc lu les premières pages de script en compagnie de Julie Plec. Et voici ce que Kevin déclarait. Julie m'a appelé et m'a demandé sur quelle page j'étais. J'ai dit page 64 et elle a répondu arrête de lire. Si tu continues, tu diras non et je ne veux pas que tu refuses. Cela pourrait être une bonne chose. Et selon Julie, il a dit environ non une quinzaine de fois avant de finalement dire oui, d'accord, je vais le faire. Donc voilà, déjà il a fallu convaincre Kevin Williamson de s'attaquer à cette adaptation donc des romans. Maintenant, on arrive au processus de casting. Ouf, ça a été compliqué, ça a été très long. Déjà, il faut savoir que Kevin Williamson est un grand fan de Taylor Swift et qu'il avait fortement pensé à elle pour intégrer The Vampire Diaries. Donc, selon Nina Dobrev, il avait écrit un rôle spécialement pour elle, imaginant déjà Taylor Swift se balader entre les tombes. Taylor avait accepté, mais malheureusement, elle n'a jamais réussi à faire coïncider son agenda avec les dates de tournage, donc elle n'a pas pu intégrer le casting. Alors je ne sais pas quel rôle elle aurait eu, je pense pas qu'elle aurait pu rester des années quoi, donc je pense un rôle secondaire, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on avait aussi pensé à Ashley Tisdale, oui, l'actrice de High School Musical, et c'était pour un des rôles principaux. Alors on ne sait pas, c'était pour le rôle de Caroline ou d'Elena. On avait aussi pensé à l'actrice chanteuse Ashley Simpson, qu'on a pu voir dans 7 à la maison, et même Tori DeVito, qui finalement jouera dans la saison 3, le rôle du médecin, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle aussi, elle avait auditionné pour le rôle d'Elena. Il y a aussi eu la comédienne Alexandra Chando, qu'on a vue dans The Lying Game, qui a auditionné 4 fois pour le rôle d'Elena. Et concernant donc les rôles masculins, avant que Paul Wesley décroche le rôle de Stéphane, on avait également pensé à Nathaniel Buzolik, qui finalement sera retenu pour être l'un des originaux. On avait pensé à lui pour Stéphane. Autre acteur aussi qui avait auditionné pour, alors on ne sait pas, c'était Stéphane ou Damon, c'était David Gallagher, qu'on a pu voir dans 7 à la maison. Bon, finalement, il a eu le rôle d'un loup-garou, mais il avait auditionné 2 fois pour devenir l'un des frères Salvatore. Il y a aussi l'acteur de Arrow, Stephen Amell. Alors lui, il a joué dans The Vampire Diaries, c'était un loup-garou. À la base, il avait auditionné 2 fois pour le rôle de Mason et aussi pour le rôle d'Elijah, le frère de Klaus. Autre personnage qu'on a failli voir, alors là c'est Dawson himself, James Van Der Beek, qui lui avait auditionné pour le rôle de Alaric. Bon, finalement c'est Matt Davis qui l'a eu. Et concernant le rôle de Isabelle, la mère d'Elena, alors on avait pensé à Neve Campbell, qui connaît bien Kevin Williamson par rapport à Scream, tout ça. Bon, finalement, non. Concernant l'actrice Michaela McManus, qui incarne donc la loup-garou Jules, eh bien, elle avait aussi auditionné, mais pour un autre rôle. C'était celui de Rose, qui a finalement été donné à Lauren Cohan, la célèbre Maggie de The Walking Dead. I actually originally went in for Damon, and I got done reading it, and Kevin was like, that was great, but why are you here for Damon? Zach came in and wasn't really right for Stefan, definitely wasn't right for Damon. And then we said he should be Tyler, because Tyler's a jerk. You know, he's a real badass. Get away. And to see Zach do that would be awesome. Voilà un petit peu qui aurait pu être qui. Et un des personnages qui posait problème, c'était Stéphane. Il voulait vraiment essayer de caster quelqu'un qui collait le plus à la description du livre, pour le coup. Et Paul Wesley a auditionné un nombre incalculable de fois. Dude, it was hell. This was the worst experience of my life. I mean, I think I read for it like 6 or 7 times. Le directeur de casting l'aimait bien, mais il n'était pas trop sûr. D'autant plus qu'à la base, il avait auditionné pour Damon. Son jeu de comédien était vraiment bon et il avait cette mauvaise humeur qui marchait bien pour ce genre de vampire troublé et hanté, mais je ne pouvais pas le voir avant que nous ayons trouvé Nina Dobrev. Alors oui, ça a payé parce que Paul Wesley s'est accroché, voici ce qu'il dit par rapport à ses auditions. C'était l'une de ces auditions pour lesquelles tout le monde se battait. Tous les jeunes acteurs se disputaient le rôle de Damon et de Stéphane, et les producteurs ne voulaient pas me laisser auditionner pour Stéphane à la base, parce qu'ils pensaient que j'étais trop vieux. Alors je suis entrée et j'ai lu pour le rôle de Damon. Quelques semaines se passent, il n'a pas de nouvelles, il se dit que c'est mort. Finalement, il le rappelle, car il cherche toujours à caster Stéphane.
donc qui lui demande de revenir. Stéphane était le plus difficile à trouver. C'était le genre de rôle dans lequel vous ne pouvez pas simplement jouer le joli garçon parce qu'il y a une telle profondeur de la perte et de la solitude dans ce personnage. Donc vous avez besoin d'un vrai acteur, précise Julie Plec. Et selon Paul, c'est la directrice de casting Leslie Jell Raymond qui a insisté pour qu'il soit à nouveau vu. Donc Leslie disait « Revoyez-le juste une fois de plus ». Ils ont dit d'accord, nous reverrons Paul Wesley, peu importe. Nous en avons marre de ce gamin. Alors Leslie m'a remis dans la pièce, cette fois pour le rôle de Stéphane. Et là, ce n'était toujours pas gagné. Les producteurs n'arrivaient toujours pas à me voir dans le rôle. C'est finalement quand ils ont fait les tests avec Nina Dobrev, donc ils appellent ça les chemistry readings, les tests d'alchimie, que là la magie a opéré. Il y avait 15 Stéphane qui ont auditionné avec Nina. Paul se souvient avoir adopté une certaine attitude lors de cette audition, à savoir ne pas parler à Nina avant l'audition déjà, afin que les tout premiers mots qu'ils échangent ensemble soient uniquement en tant que Stéphane et Elena, pour que ce soit plus authentique. J'avais une approche très spécifique. Nina, qui avait été choisie pour le rôle principal, était là, et tout le monde dans la salle d'audition pendant ce processus lui léchait les bottes parce qu'elle était dans les couloirs. Tout le monde allait la voir et lui disait bonjour. Je me suis dit, foutez-moi la paix, je ne vais pas la regarder dans les yeux et je ne vais pas non plus me présenter. Je vais juste m'asseoir dans un coin. Je ne voulais pas me montrer grossier, je voulais surtout mieux rentrer dans la peau de mon personnage en m'inspirant du début de la relation entre Stéphane et Elena. Je veux que notre moment soit vraiment spécial, je veux vraiment qu'elle apprenne à me connaître à ce moment-là. Et d'ailleurs à la fin de l'audition, quand on lui a demandé avec qui elle avait eu le plus d'affinité, eh bien elle a répondu certainement pas avec ce type, Paul Wesley là. Non, pourtant il y avait une alchimie entre eux, tout le monde l'a vu. Et Kevin Williamson d'ailleurs déclare à ce propos, nous ne voulions pas de Paul jusqu'à ce que nous rencontrions Nina. Paul est venu environ 100 fois et à chaque fois qu'il entrait, nous nous disions « D'accord, revoilà Paul Wesley. Je l'aimais bien, mais je ne l'adorais tout simplement pas. » Et ce n'est qu'une fois que nous avons trouvé Nina, que nous les avons mis ensemble et que je me suis dit « Oh !» Il est vraiment bon, qui est-ce ? Ah, c'est le gars qu'on a croisé 15 fois. Et Julie Plec complète en disant « Mon souvenir préféré après avoir tourné le pilote était de regarder Paul et Nina travailler ensemble le premier jour au cimetière. Après tout le drame du casting et l'incertitude, nous savions que nous avions trouvé le parfait Stéphane. » Donc voilà, comme je vous disais, à la base, Paul avait auditionné donc pour Damon, mais pas que lui, il y avait aussi Zach Rohring, donc celui qui jouera finalement Matt, qui avait auditionné pour Damon, et aussi Michael Trevino, qui a finalement eu le rôle de Tyler. Et concernant donc l'audition de Ian, il connaissait déjà Kevin Williamson. Quand il lui a proposé donc le script, il a eu la même réaction que Kevin lui-même en fait. Il s'est dit non, si c'est encore un truc à la Twilight, c'est pas la peine. Comme lui s'est laissé convaincre, elle a essayé aussi de convaincre Ian. Sa première audition s'est bien passée face aux dirigeants de studios qui produisent la série. Par contre, lorsqu'il a auditionné devant les dirigeants de la chaîne, là ça n'a pas été pareil. I passed the studio, got to the network, and whether it was too much coffee or that B12 shot that I gave myself, whatever it was, I choked in the network test. Kevin Williamson goes, like, walk outside. So I walked outside, and Kevin Williamson walks out and he goes, yeah. That wasn't good, wasn't it? And he said, just go back and do what you did at the studio. Go back and do what you know you need to do. It wasn't good enough. And I had to go back and retest because the head of, our big boss, Les Moonves, did not buy it, the fact that I was Damon. And I wanted to jump off of a building. And I said, you know what, screw this. This is mine. This is not his. And I went in and did it. And oddly enough, ended up getting the call, but it was not after 10 days of virtual hell. Et sachez que Ian avait justement une telle façon d'interpréter Damon que du coup les créateurs se sont inspirés en fait de son jeu pour écrire le personnage. Donc voici ce que déclare Kevin Williamson. Damon n'était pas supposé être aussi sournois, mais Ian était tellement doué pour ça que je me suis penchée dessus. J'ai adoré écrire Damon, c'était juste délicieux. Tout le monde a dit cela doit être un rôle amusant à jouer, mais c'était aussi un rôle amusant à écrire. Et Julie m'a donné tout ça. Elle a dit tu écris tout pour Damon, il est tout à toi. Et elle écrirait beaucoup plus de choses sur Elena. Et d'ailleurs, sachez que ça ne lui a pas vraiment plu qu'ils aient modifié Damon
au fil du temps, qu'il l'ait un peu plus humanisé. Il trouvait que c'était un choix créatif absurde, tout comme il ne validait pas non plus le couple d'Elena. Ça, on va reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Restons encore sur les auditions. Une autre aussi qui a foiré, c'était Nina. Son premier passage apparemment était tellement mauvais que Kevin Williamson et Julie Plec se rappelaient même pas d'elle. Il a fallu que ce soit les agents de Nina qui fassent des pieds et des mains pour qu'ils acceptent de lui donner une seconde chance. Et en plus de ça, Nina était malade quand elle a auditionné la première fois, donc elle n'était pas forcément au mieux de sa forme. Et comme je vous disais en plus, les producteurs cherchent une Elena blonde aux yeux bleus, comme elle est décrite dans les livres. Donc elle a insisté pour repasser une seconde audition en leur disant « Écoutez, j'étais malade ce jour-là, je n'ai pas fait de mon mieux, je veux vraiment ce rôle ». Elle a donc passé une deuxième audition qui a été filmée, ça a été envoyé à Julie Plec et là, Julie Plec déclare « C'était si magique et si parfait qu'elle a eu le rôle dans la minute ». Donc, tant pis, hein, Elena sera brune. De toute façon, on n'est plus à une différence près, hein, vu que déjà dans les livres, Elena, c'est un peu genre la mean girl du groupe. Là, ça devient la gentille. La fille bien sous tout rapport, bien élevée, douce. On attend de voir les critiques qu'on va se manger et puis on fera avec. Tout comme il s'apprêtait aussi à gérer le fait que il n'y ait pas de petite sœur, mais un frère plus jeune. Pas beaucoup plus jeune en plus que la vraie actrice. Finalement, dans la série, il y a 2 ans d'écart entre eux. Dans la vraie vie, il n'y a que 6 mois de différence entre eux. Et celle qui fait Jenna, sa tante, elles ont seulement que 18 mois d'écart. Nina et Sarah Koenig, donc celle qui joue Jenna. Donc il n'y a pas une grande différence d'âge entre eux. Côté entente sur le tournage. Alors à l'image de leur audition, Nina et Paul, ça passait pas. Voilà, ça passait pas du tout au début. Ça les fait bien rire d'ailleurs maintenant quand on en parle. Mais ils nous ont révélé ça dans le podcast justement de Candice. Alors voilà ce que Nina raconte. Paul et moi, on ne s'entendait pas au début de la série. Je respectais Paul, mais je ne l'aimais pas, même si on avait une super alchimie. Je réalise aujourd'hui que la différence est mince entre l'amour et la haine, et on se détestait tellement que les gens pensaient que c'était de l'amour. On ne s'entendait vraiment pas durant les 5 premiers mois de tournage. Puis les choses se sont arrangées. De tous les acteurs de la série, c'est celui que je vois le plus et avec qui je traîne le plus. On est les plus proches, on se voit beaucoup, nous sommes de très bons amis, j'adore sa femme. C'est drôle à quel point le temps peut tout changer, car je n'aurais jamais pensé qu'il serait un jour l'un de mes meilleurs amis. Et suite à ça, donc, on a également interviewé Paul, qui était mort de rire au propos de Nina. Je pense que c'était une leçon cool à apprendre. C'est comme si les gens avec qui vous ne vous entendez peut-être pas au début vous surprennent plus tard. Et je pense que beaucoup de mes amitiés sont comme ça. First of all, Nina's my really good friend. Now we talk all the time. And it's true, when we first started shooting The Vampire Diaries, we totally clashed. Creatively, it just wasn't in sync. The fans would never have known that, but we're basically driving each other insane. And then after a few seasons, we developed this absolute mutual love. Mais il n'y avait pas que, il y avait aussi Kate Graham et Ian Somerhalder qui ne s'entendaient pas. Apparemment, ça a duré tout le long de la première saison. Et finalement, comme elle l'a déclaré dans une interview, ils sont devenus, pareil, très très proches. Sinon, c'est tout. Il n'y a pas de casserole, en fait, si vous voulez, dans cette série. Il n'y a pas de coups foireux entre acteurs ou quoi. Non, il y a juste eu, voilà, la première saison qui était un petit peu délicate entre Nina et Paul. Et entre Ian et Kate, c'est tout. Alors, on a créé le premier épisode, le pilote. Qu'est-ce qu'on en pense ? On disait que ça manquait un peu de magie. Ils ont projeté le premier épisode auprès d'un public test, donc pour avoir les réactions. Et en fait, ils se sont rendus compte que les gens ne réagissaient pas du tout au début de l'épisode jusqu'à ce qu'un événement surnaturel se produise. Donc c'est quand Elena, elle est dans le cimetière là, avec le brouillard, le corbeau et que Stéphane y débarque. Donc les créateurs se sont dit c'est long, faut qu'on arrive à accrocher le public beaucoup plus tôt, dès les premières minutes. Donc ils ont décidé de rajouter la voix off de Stéphane avec un côté un petit peu mystique comme ça, genre je suis un vampire né il y a je sais plus combien d'années mais longtemps en avant. For over a century, I have lived in secret, hiding in the shadows, alone in the world. Until now, I am a vampire. And this is my story.
et ça marchait beaucoup mieux. Donc ils sortent l'épisode, les téléspectateurs sont au rendez-vous, ça va, mais il va y avoir un sacré coup de pub qui n'a pas été fait exprès, qui va quand même se produire et qui va finalement être bénéfique à la série. C'est l'arrestation de nos 4 demoiselles Nina Dobrev, Candice Accola, Sarah Koenig et Kayla Ewell. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? En plus, franchement, elles me font rire sur leur mugshot. Elles sont toutes le sourire. Genre, elles sont trop contentes d'être là. En fait, elles étaient en train de faire des photos sur un pont, des photos de promotion. Sauf qu'il y a des gens qui sont arrêtés, qui ont appelé le poste de police en disant qu'elles étaient en train de montrer leur poitrine, qu'elles faisaient des trucs bizarres, etc. Du coup, la police débarque. Ils leur disent: nous recevons des appels concernant des femmes qui montrent leur poitrine. Et là, Nina dit: mais attendez, nous ne sommes pas le genre de filles à montrer nos seins comme ça. En toute honnêteté, la taille de mes seins n'est pas forcément quelque chose qui intéresserait les gens. C'était tellement ridicule, je ne ferais jamais ça. Non, les gens sont pleins, donc allez hop, on vous embarque au poste de police. Donc voilà, elles se sont faites arrêter. Donc c'est là qu'on voit les mugshots où elles ont un grand sourire. Elles sont pas restées longtemps, elles sont restées quelques heures, après elles ont été relâchées. Mais toujours est-il que voilà, ça a été un gros coup marketing pour la série, parce que c'était vraiment dans les tout débuts. Petite parenthèse, si vous vous demandiez si Mystic Falls existait pour de vrai, eh bien sachez que à la base, ils avaient tourné le premier épisode, le pilote, à Vancouver. Finalement, ils ont déménagé dans l'état de Géorgie, et Mystic Falls, la ville qu'on voit, elle existe, mais elle s'appelle pas Mystic Falls, elle s'appelle Covington, et elle est à une 60aine de kilomètres d'Atlanta. Et là, on peut retrouver donc plusieurs lieux qu'on voit dans la série, notamment la maison des Gilbert, donc la maison d'Elena, également la maison de Caroline, également l'horloge, le manoir des Salvatore, qui se situe à Sandy Springs, mais qui malheureusement a été détruit en 2015, et elle avait été construite en 1929. À la place, ils ont construit des bureaux et des habitations. C'est d'ailleurs pour ça que dans la saison 7, on ne voit que des plans de l'extérieur de la maison, et il y a aussi pas mal de scènes qui ont été tournées vers Conyers et aussi à Oxford, mais c'est Covington qui est vraiment le point de chute, on va dire, de la majorité du tournage. Donc en vous promenant à Covington, vous retrouvez la place de Mystic Falls, qui est le Covington Square. D'ailleurs, il y a beaucoup de fans qui viennent d'ailleurs prendre des photos, notamment où il y a les bancs. On voit souvent les personnages assis en train de parler. Et là où travaille Matt, donc le Mystic Grill, il existe vraiment. D'ailleurs, Mystic Grill, on les voit souvent aller là-dedans en train de boire. Alaric, Damon, Stéphane, ils boivent aussi beaucoup, j'allais dire chez eux, mais non, partout. Alors quand on sait maintenant que Yann et Paul ont créé une marque de whisky, on sait donc qu'ils adorent ça, du bourbon en plus, on n'entend que ça dans la série, sachez que pour autant ils buvaient pas d'alcool sur le tournage. C'était du thé glacé. Évidemment, on ne buvait pas vraiment à l'écran, sinon la performance de Yann aurait été bien meilleure. Il aurait oublié encore plus de répliques, confie Paul Wesley. Nous buvions du thé glacé très souvent, et sur le tournage, on faisait prise après prise après prise, donc on buvait une gorgée puis il fallait en boire d'autres. À la fin de la saison 1, je ne pouvais plus dormir, j'étais stressée. En fait, je buvais beaucoup trop de caféine, donc pour la saison 2, on est passé au thé glacé sans caféine. Concernant la saison 2, on va plus voir Catherine. Ça a été assez challengeant quand même pour Nina Dobrev, et en plus il n'y aura pas qu'elle, il y aura encore d'autres doubles qu'elle interprétera. Ça n'a pas toujours été facile pour elle. J'ai appris à la cerner au fil de la première saison, et puis en saison 2, une fois qu'elle est revenue en chair et en os, elle était dans beaucoup plus d'épisodes. C'était de la folie de jouer les deux rôles, Elena et Catherine, en termes d'emploi du temps. Tourner les scènes avec moi-même était une expérience follement enrichissante parfois, mais aussi très amusante, car j'ai pu jouer deux personnes diamétralement opposées et m'amuser, faire et dire des choses que je n'aurais jamais osé penser ou dire à haute voix, surtout à l'époque, parce que j'étais une gentille fille autoproclamée quand j'ai commencé à jouer dans la série. Puis je suis progressivement devenue plus diabolique à force d'incarner Catherine. Plus sérieusement, j'admets avoir beaucoup appris grâce à elle, avoir grandi et m'être davantage sentie en confiance avec l'écriture du personnage. Concernant les départs de personnages, alors il y en a 2 qui sont partis avant la fin, enfin 3 du coup avec Nina Dobrev, mais on a Michael Trevino, Tyler, et Stephen R. McQueen, donc Jeremy, qui sont partis
avant la fin de la série, tout simplement parce que il n'y avait plus rien à raconter à propos de leur personnage. Donc Julie Plec en avait parlé en disant que cette année, nous nous sommes aperçus que Jeremy était devenu un homme et qu'il était temps pour lui de partir de son côté et de prendre un nouveau départ. C'est donc pour des raisons purement scénaristiques que nous avons pris la décision de nous séparer de lui, tout comme de Michael, dont les intrigues commençaient à tourner en rond. Donc voilà, raison artistique, mais le départ qui a le plus traumatisé tout le monde, bien sûr, c'est celui de Nina. Ça a été le coup de grâce. En plus, on attendait justement un happy end. Alors, si Nina part, on n'a pas de happy end, quoi. Il n'y a pas de Elena et Damon ou de Elena et Stéphane. Ça dépend quel couple on ship. Alors, du coup, effectivement, il y a dû y avoir des réécritures scénaristiques par rapport à ce départ. Bon, Nina, elle, de son côté, voici ce qu'elle déclarait. Le tournage de Vampire Diaries ressemblait à un camp de vacances pour acteurs ou un semestre à l'université. J'ai commencé les cours à la fac en vrai, mais je n'ai jamais terminé. Je suis allée au lycée et puis après je suis allée au lycée de Degrassi, la série dans laquelle j'ai commencé, et après au lycée en tant qu'Elena. Cela fait 12 ans que je suis à l'école. Il est temps d'avoir mon diplôme. Je suis prête pour le vrai monde. J'ai vraiment grandi avec la série. J'étais encore un bébé quand j'ai commencé et maintenant je suis une femme. Elle raconte ensuite son dernier jour de tournage. C'était ma dernière scène avec Yann et on tournait une très jolie scène. On était dehors et j'étais en robe. Après la dernière prise, un technicien s'est approché, m'a dit que j'avais quelque chose dans les cheveux et m'a enlacé de telle manière que je ne puisse pas m'échapper pendant que toute l'équipe me jetait un gâteau à la crème. Et ils ont tout filmé avec des confettis aussi, c'était génial. Je n'aurais pas pu rêver de meilleurs adieux. Je savais qu'ils préparaient quelque chose. D'habitude, je suis celle qui fait les blagues. Sur le tournage, je balance tout le temps des tartes à la crème, mais personne n'avait jamais réussi à m'attraper et ils m'ont bien eu. S'ils n'avaient pas fait quelque chose comme ça pour mon dernier jour, j'aurais été déçue. Bon, en tout cas, sachez que grâce à son départ, on a évité un bain de sang, apparemment. À en croire justement Julie Plec, il y a une centaine de façons de mourir dans Vampire Diaries. Cette année, le plan était de terminer avec un cliffhanger dingue et horrifique, sans permettre aux téléspectateurs de savoir qui serait de retour et qui rejoindrait le cimetière. Mais quand Nina a décidé de partir, on s'est dit, on ne peut pas faire ça, c'est trop horrible. Vous ne pouvez pas jeter ça à la figure des fans et les laisser sur ça tout l'été. Donc on a modifié et déplacé cette histoire afin que le final soit finalement une célébration, un hommage à Elena et à ce que représente son départ pour les autres personnages. Alors, en termes de fin, je vais pas spoiler, mais sachez qu'il y avait une fin qui avait été imaginée dès la saison 2 de la série. Et c'était pas joyeux. Les deux frères devaient mourir pour sauver cette fille, donc Elena, et ensuite ils auraient été des fantômes alors qu'elle aurait continué de vivre sa vie. Peut-être elle aurait épousé Matt Donovan ou serait devenue médecin. Voici ce que déclarait Julie Plec. Finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et sachez que Elena et Damon, c'était pas quelque chose que voulait forcément voir Yann. Alors déjà, d'un point de vue scénaristique, mais pas que. Il avait un problème par rapport aux fans du couple. Donc voilà ce qu'il disait. Stelena, donc Stéphane et Elena, a été meilleure pour ma vie parce que les fans de Delena, donc Damon et Elena, peuvent vraiment être problématiques pour moi, ma femme, ma famille et tout le reste. Donc je préfère Stelena. C'était plus amusant. Pour ma famille et moi, ça a vraiment été bizarre pendant un petit moment. J'ai aimé Elena et Damon jusqu'à ce que cela devienne négatif. Donc j'aime Stéphane et Elena. C'est plus facile pour ma vie. En parlant de Stéphane, si on analyse la série, on se rend compte d'ailleurs qu'au final, le vrai héros, c'est Stéphane. Pour plusieurs raisons. Déjà, la voix off du départ, c'est Stéphane. Je suis un vampire et voici mon histoire. Voilà, c'est lui qui introduit. Donc, en fait, le ton est donné dès le début. Voici mon histoire. Il y a eu plein de petits clins d'œil aussi qui ont été donnés. Par exemple, le fait que Damon rappelle souvent que Stéphane a une coupe de cheveux de héros. Aussi, il y a 171 épisodes, l'âge de Stéphane. Et quand on connaît la fin de la série, c'est juste une confirmation en fait que s'il y a bien un héros, un personnage principal finalement dans tout ça, c'est Stéphane, le vrai héros de la série. N'en déplaise à certains qui disent que je sais pas quoi. Je suis d'accord. Je trouve aussi que finalement Stéphane c'est Stéphane, voilà, c'est tout. Je ne veux rien entendre d'autre. Je suis pro Stéphane. Et d'ailleurs, en parlant de Stéphane, quand il y a eu l'histoire avec Caroline, ça a été compliqué parce que les deux étaient amis, Paul et Candice, donc ça a été des scènes très
très gênante à tourner. Et Paul adorait mettre Candice mal à l'aise, du coup, il s'en délectait. Candice était mariée, je suis amie avec son époux et j'adore quand nous tournons des scènes de baiser car c'est gênant et tellement drôle. Et en parlant justement de couples, quels sont les vrais couples donc qui se sont formés au cours de la série? Je vous l'ai déjà dit plus ou moins par rapport au portrait des acteurs, mais pour ceux qui n'auraient pas vu donc la vidéo d'hier ou même celle d'avant-hier, eh bien bon bah déjà Nina Dobrev et Ian Somerhalder bien sûr, mais on a aussi Candice qui donc avait eu une histoire avec Stephen R. McQueen dans les tout débuts, avant finalement de se mettre avec Zach Roaring. Quant à Paul, eh bien il était donc marié avec Tori DeVito qu'on a vu dans la saison 3. Ensuite ils ont divorcé et il s'est mis en couple pendant 4 ans avec Phoebe Tonkin, celle qui jouait donc Ellie. Et on a aussi Joseph Morgan, donc Klaus, qui est marié avec Percy White, qu'on a pu également voir dans la série. C'est la mère de Bonnie. Et pour terminer, on a encore Zach Roaring qui a été en couple avec Natalie Kelly, qui jouait donc Sibylle dans la saison 8. Il y a quand même eu pas mal de couples, je trouve. Alors, il y a eu une polémique qui a éclaté au cours de réflexions de certains fans sur des forums. Je précise parce que ce ne sont pas... là, ce sont des spéculations de fans. Donc, je vous laisse vous-même vous faire votre propre opinion là-dessus. Mais il y a beaucoup de téléspectateurs, de fans donc, qui ont jugé que Kate Graham avait subi du racisme sur la série. Beaucoup trouvaient que les origines déjà du personnage de Kate Graham, donc Bonnie Bennett, étaient un petit peu problématiques parce que son ancêtre Emily Bennett était la servante de Catherine Pierce en 1864, donc à Mystic Falls. Donc bien que Emily était une sorcière puissante, elle est montrée dans un rôle subalterne que les Noirs avaient pendant cette période en Virginie. Donc déjà ça a été souligné. Julie Plec avait répondu là-dessus en disant ben oui mais en fait c'est par rapport à l'époque, enfin c'est pas du racisme, c'est juste que c'était comme ça. Bref, ils ont aussi noté que Bonnie était toujours reléguée au rôle de meilleure amie et n'intervenait que lorsque d'autres avaient besoin d'elle. Selon eux, Kate Graham a été embauchée uniquement pour remplir le quota de personnage principal noir, mais que pour autant, elle n'a jamais été considérée. Pour eux, Julie Plec même n'aimait pas Kate Graham, et apparemment Bonnie devait même mourir beaucoup plus tôt dans la série. Et d'après ce que j'ai vu, il y a même Ian qui aurait menacé de quitter la série s'il faisait partir Kate. Je ne sais pas si c'est vrai. Du coup, au lieu de tuer Bonnie comme Julie Plec soi-disant voulait le faire, eh bien elle a décidé de limiter son temps d'écran autant que possible et elle a également pris le parti de faire vivre l'enfer à son personnage. Donc les internautes soulignent que Bonnie est souvent absente pour rendre visite à sa famille, elle meurt souvent également, elle se sacrifie pour les autres. Talking about the fact that they can't stop killing you. This is two. Yeah, that's right. I don't know what that's about. Right. Like two finales in a row. I should be worried. Yeah, do you think, are you getting used to it? Is it pretty old hat now? No, it's not, because each time it happens, it's just done so differently, but yeah, it's crazy. My favorite Bonnie moment is when I've died. You know, and it wasn't until I got into Hollywood where I started to pay attention to the way characters were written and the way, and then it wasn't until Vampire Diaries I had to really it was really brought to my attention how people were reacting to certain things. Les intrigues romantiques, ah bah ça finit toujours en eau de boudin. Bon, Enzo, etc., sans spoiler, voilà un petit peu tous les traumatismes que subit le personnage. À la base, apparemment, son personnage devait avoir une histoire d'amour avec Klaus. Finalement, on a préféré mettre Klaus et Caroline. Pourquoi? It's really nice that people are appreciating the work that Ian and I do together and are seeing that and recognizing that. It really means a lot. Is that something that you would ever consider doing? It's so, their friendship on the show is so powerful. It's just so fun. I don't know, I'm feeling like Damon is still madly in love with Elena. Bonnie's gonna maybe have her own love interest this year. And it's not gonna be Damon, so. Bonnie-Damon relationship, I mean, poor Bonnie, he just drags her repeatedly through the mud over and over again, and she still loves him. I don't know why. Crazy woman. Kat Graham is such a strong actor, and Bonnie is such a strong character that I want her, and you'll see her sort of start coming back into her own and sort of taking a lot less shit, you know. But she just has a huge heart, and when you have a huge heart and everyone wants something from you, it wears you down a little bit. So I think Bonnie's
time for Bonnie to kick some ass. Et il parle aussi de ses cheveux. Ça, Kate Graham en a parlé, qu'effectivement on lui faisait porter des perruques et qu'elle devait tout le temps tresser ses cheveux et que parfois ça lui faisait tellement mal qu'elle en avait les larmes aux yeux. Donc voilà, ils disent que on lui laissait pas porter ses vrais cheveux afro, donc encore une façon de la maltraiter sur le tournage. Pour autant, on a posé la question à Kate Graham, est-ce qu'elle a senti du racisme sur la série? Elle dit que non, elle a rien remarqué du tout. En plus, elle a des origines juives et elle précisait que le président de la CW était aussi juif et qu'il était une très bonne oreille pour elle. Voilà, je sais pas. Moi, franchement, j'avais jamais vu ça comme ça. C'est vrai que le personnage de Bonnie en prend plein les dents, mais moi, c'est un peu pour ça justement que je l'aime, ce personnage, que je l'adore, parce que pour moi, c'est la plus forte, Bonnie. C'est la plus mature parce que justement, elle doit vivre des trucs lourds très tôt. Elle est, c'est vrai, souvent seule, mais j'ai jamais vu ça comme étant du racisme par rapport au personnage. Enfin, je sais pas, je trouve qu'ils morflent tous, de toute façon. Mais pour moi, Bonnie, c'est vraiment la grande sœur de la série. C'est vrai, elle protège tout le temps tout le monde. C'est celle qui se sacrifie tout le temps, c'est vrai. Ces histoires d'amour, on n'en parle même pas. Mais je sais pas, pour moi, c'est un peu, je dirais pas la martyre. Mais ouais, enfin, il y a toujours un personnage comme ça quelque part, et moi j'ai toujours aimé justement que Bonnie soit dans la constante, que ce soit pas un personnage qui devienne mauvais, qu'elle ait vraiment à cœur d'aider les autres, et que comme c'est la plus forte, c'est la sorcière, enfin là les trucs qu'elle fait quoi. Moi je sais pas, je l'adore, et ce côté torturé chez elle, le fait qu'il arrive autant de crasse, bah, ça m'a toujours beaucoup plus touchée justement. Je me dis mais en fait ce personnage, cette fille c'est une sainte, mais j'avais pas vu ça sous cet angle là. Je sais pas, franchement dites-moi ce que vous en pensez. Bon, sachez que The Vampire Diaries, ça a quand même donné naissance à des comics. Pour ceux qui seraient curieux, il y a des comics, et aussi donc comme vous le savez, il y a 2 spin-offs. Donc on a eu The Originals, j'adore, et on a également eu plus récemment Legacies. Bon, alors, je vous cache pas que j'ai vu un épisode, j'ai pas accroché, mais pour ceux qui seraient passés à côté, qu'est-ce que Legacies? Et ben c'est basé sur Hope, la fille de Klaus et Ellie, et également sur les jumelles de Caroline, qu'elles sont dans une école réservée aux créatures magiques. Et on retrouve donc des personnages de The Vampire Diaries, dont Alaric, Matt, Jeremy et encore d'autres. En décembre 2023, il y a eu plusieurs acteurs du show, dont Nina Dobrev, qui étaient réunis à Covington, donc le lieu du tournage de la série, pour une convention. Et c'est donc lors de cette convention que Julie Plec a déclaré qu'elle comptait en fait réunir The Vampire Diaries, The Originals et Legacies sous forme de film. Donc tout ce qu'elle a dit pour l'instant, c'est que des conversations avaient lieu au sujet du film The Vampire Diaries. Elle n'en a pas dit plus pour le moment, donc nous verrons. Alors vous, je ne sais pas, moi je suis carrément pour. J'adorerais à la condition que ce soit avec les mêmes acteurs. Voilà, moi c'est ma seule condition. Si c'est avec un tout nouveau casting, franchement je crois pas que ça va m'intéresser. Non, c'est pas que je crois pas, c'est que ça m'intéressera pas carrément. Donc voilà, je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Et voilà, c'est tout. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On conclut comme ça ce week-end spécial de Vampire Diaries. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres anecdotes en tête, n'hésitez pas à rajouter tout ça dans les commentaires, c'est fait pour ça. Merci encore CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo, et n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le lien que je vous mets en barre d'infos pour profiter de l'offre avec les 83% de réduction et les 4 mois en plus qui sont offerts. Si vous voulez sécuriser vos appareils et votre navigation et avoir accès à encore plus de contenu, n'hésitez pas à le tester. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah. Bisous, ciao.